Salut la Poiscaille, comment ça va dans votre petit étang? J'ai une question pour vous, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont... Attendez, oui, je crois que j'ai oublié quelque chose. Voilà, je vois beaucoup mieux comme ça. J'ai porté ces lunettes pendant 15 ans, mais il y a peu, un miracle s'est accompli. Enfin non, je suis juste allé me faire opérer des yeux. Et c'est con, mais j'ai fini par m'identifier à ces lunettes, à penser que c'était une partie de moi. Et puis finalement, on se rend compte que après l'opération faite, ça n'était qu'une béquille. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. Ça doit être progressif aussi pour vous habituer au fait que je n'ai plus de lunettes. Même pour moi, c'est bizarre. Mais passons. Bref, celle-là, je vais les mettre là en attendant. Bien, j'ai une question pour vous. Oui, sans lunettes donc. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont peur de prendre l'avion? Alors même si l'avion fait partie, évidemment, comme vous le savez, des moyens les plus sûrs, pas pour cette fois-ci. Non, non. Oh putain que non. Là, je ne suis pas parti pour apaiser vos angoisses. Non. Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une jeune femme allemande dont le courage a fait le tour du monde. Pourquoi ? Me demanderez-vous? Pas grand-chose, elle a juste survécu à un crash aérien dévastateur et à une dizaine de jours passés dans une jungle, totalement seule et blessée. Oui, la nana est plutôt badass. Alors oubliez les mésaventures d'Indiana Jones et les personnages de Lost, puisque dans cette nouvelle bulle, nous allons voir à quoi ressemble une véritable survivante. J'ai nommé Juliane Köpke. Juliane est la fille de deux biologistes allemands partis vivre au Pérou pour y mener leurs recherches peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et après avoir assisté à la remise de son diplôme à Lima, la capitale du pays, il est prévu qu'elle rejoigne son père à Pucallpa. Accompagnée donc de sa mère, elle embarque dans le vol Lanza 508. Nous sommes alors le 24 décembre 1971. Juliane est encore mineure puisqu'elle est à peine âgée de 17 ans et oui, c'est la veille de Noël. Et le Père Noël, là, l'a plutôt gâté. Les deux femmes se retrouvent installées à l'arrière de l'appareil, à l'avant-dernier rang. Juliane se place près du hublot car elle aime contempler les nuages. Et après tout, le vol doit durer qu'une petite heure. Mais en arrivant du côté de Puerto Inca, le ciel se noircit et le tonnerre se met à gronder. Des perturbations commencent à secouer l'appareil. Lorsque l'orage éclate, les secousses se font violentes. Juliane se souvient que les valises tombaient et s'ouvraient sur le sol, laissant échapper tous les cadeaux de Noël qui volaient au milieu de la cabine. Pris de panique, les passagers hurlent et la plupart fondent en larmes. Coincé au milieu de la tempête, l'avion ne parvient plus à avancer. Et soudain, un éclair illumine le ciel et frappe l'avion. Le choc est tel que l'avion se disloque en une fraction de seconde. Et Juliane est éjectée dans les airs à plus de 3000 mètres d'altitude. Impuissante, elle observe alors les débris chuter tout autour d'elle comme une pluie de météorites. Elle est toujours attachée à son siège qui virevolte dans tous les sens, prisonnière des sangles qui l'y maintiennent. Et tout ce qu'elle entend, c'est le bruit du vent qui siffle à ses oreilles. Et sa vision se trouble à mesure qu'elle voit le sol se rapprocher de plus en plus vite. Et avant même qu'elle ne subisse l'impact, elle perd connaissance. Et ce n'est que le lendemain matin que Juliane revient à elle. Elle se réveille non loin de la carcasse de l'appareil, sur le sol de la jungle. Autour d'elle, elle voit des débris de métal fumant, des fauteuils arrachés et des passagers sans vie. Pourtant, le miracle s'est réalisé pour elle, si on peut appeler ça un miracle, puisqu'elle est toujours en vie, mais en piteux état. Puisqu'elle souffre d'une plaie au mollet, d'une clavicule brisée, d'une cheville foulée et d'un tibia fendu. Autant vous dire qu'au vu des circonstances, elle s'en tire plutôt bien, si on compare ça à tous les autres passagers. Et rapidement, elle s'aperçoit que ses vaisseaux oculaires ont explosé à cause de la pression, lorsqu'elle a quitté l'appareil à plus de 3000 mètres d'altitude. Cependant, l'état de choc dans lequel elle se trouve est si intense qu'elle ne ressent aucune douleur. Et pour vous dire, durant les premières heures, Juliane ne parvient même pas à marcher. Chaque fois qu'elle tente un effort, elle s'évanouit de nouveau. Et lorsqu'elle parvient enfin à se relever, sa première idée est de retrouver sa mère. Elle fait donc le tour de l'appareil, fouillant les environs et appelant les secours. Mais rapidement, elle se rend compte que les 91 autres passagers de l'appareil Lanza 508 sont morts. Juliane est la seule survivante et son aventure ne fait que commencer. Alors consciente qu'elle ne pourra compter que sur elle-même, elle part explorer la jungle. Elle n'est vêtue que d'une robe très légère, donc pas trop idéale pour une expédition. Et non loin de l'avion, elle a repéré un cours d'eau qui lui a permis de nettoyer ses plaies. Et se rappelant alors des conseils que lui avait donnés son père, elle décide de remonter la rivière pour espérer y retrouver la civilisation. Et au cours de son périple, Juliane croise toutes sortes d'animaux sauvages. Des singes, de petits cervidés et quelques mammifères. Mais personne ne semble habiter les environs. Elle a peut-être atterri en plein milieu de la forêt amazonienne, qui est, je vous le rappelle, quand même plus de 10 fois plus grande que tout le territoire français.
Et là, c'est la merde. Elle ne survit qu'en se nourrissant de quelques friandises qu'elle a trouvées aux abords de l'avion et en buvant l'eau claire du fleuve. Et après 4 jours de marche, elle entend un bruit qu'elle reconnaît immédiatement. Il s'agit des bruissements d'ailes d'un grand vautour. Elle le suit et découvre alors avec horreur 3 cadavres encore attachés à leur siège. Sans doute d'autres passagers à qui la chute a été fatale. Pétrifiée alors par cette vision, Juliane n'ose à peine les regarder. Elle se contente juste de tâter leurs pieds avec son bâton afin de vérifier que le corps de sa mère, toujours disparu, ne fait pas partie du lot. Mais heureusement non. Une fois rassurée, entre guillemets, elle poursuit sa route en laissant les dépouilles derrière elle, déconcertée par cette rencontre macabre. Quelques heures plus tard, Juliane voit passer plusieurs avions au-dessus d'elle de secours. Malheureusement pour elle, il est impossible d'attirer leur attention au milieu de la jungle, puisque la canopée est trop épaisse. Désespérée, elle choisit donc de continuer à marcher, malgré ses blessures, et de suivre inlassablement le cours d'eau qu'elle a trouvé. Pourtant, elle perd peu à peu ses forces. Ses vivres sont très maigres et elle peine à se reposer, puisque la nuit, elle est assaillie par d'énormes insectes qui la piquent et dont les boutons commencent à s'infecter. Mais ça n'est pas son plus gros problème, et âme sensible s'abstenir, puisque ce qui va suivre est particulièrement peu ragoûtant. Une petite plaie au bras de Juliane attire les insectes, qui se sont alors empressés de pondre à l'intérieur. Les œufs ont déjà éclos et désormais, une horde d'asticots à l'intérieur de son corps est en train de lui ronger la chair. Et impossible pour elle de les arracher à leur nouvel habitat. Mais malgré tout, elle essaye de les déloger à l'aide d'une pince, puis d'un bâton, mais rien n'y fait. Elle sait que si elle survit, elle va devoir être amputée. Cela fait maintenant 9 jours que Juliane erre dans la jungle. Elle est épuisée et affamée. À bout de force alors, elle s'effondre sur une berge pour se reposer. Quand elle aperçoit alors une silhouette au bord de l'eau. Et en y regardant de plus près, elle identifie un petit bateau. Et près de celui-ci, elle trouve un moteur et un bidon d'essence. Et alors là, écoutez bien, puisque au lieu de prendre le bateau et remonter le cours d'eau, elle va avoir une toute autre idée. Et oui, Juliane se souvient que quelques années auparavant, son propre chien avait été infecté par des œufs d'insectes pondus sur ses plaies. Par chance, elle se rappelle encore du remède dont son père s'était servi pour la soigner. Elle emporte donc le bidon d'essence et entreprend alors de grimper une petite colline, en haut de laquelle elle repère une cabane. Elle s'installe alors sous une bâche et là, à l'aide d'un tuyau ramassé au sol, elle siphonne l'essence qu'elle se verse alors directement sur sa plaie, qui est remplie de larves. Inutile alors de vous dire que la douleur est insupportable. Mais Juliane a de la chance puisque son système fonctionne. Oui, quand je vous disais qu'elle était douée. Grâce à ce procédé, elle réussit à extraire pas moins de, accrochez-vous, une trentaine d'asticots de son bras mutilé. Mais bon, passons sur cette petite anecdote. Il faut savoir que du coup, pendant tous ces jours où elle survivait, elle ne pouvait bouffer que des bonbons et des friandises. Sauf que ça nourrit pas son homme. Juliane commence sérieusement à manquer de vivre et à se sentir très affaiblie, au point qu'elle décide de ne pas reprendre la route et de dormir dans la cabane. Cela dit, elle ne souffre pas véritablement de la faim selon ses dires. En fait, c'est comme si son organisme avait rejeté tous les sentiments négatifs pour se concentrer uniquement sur sa survie. Et même si elle a conscience d'être dans un état de faim critique, c'est surtout l'épuisement qui l'empêche de continuer. Mais dans un dernier élan de courage, elle essaye d'attraper quelques grenouilles qui passent à côté d'elle et qui la font un peu saliver, pour en faire donc du coup son repas. Mais manque de bol, elle n'y parvient pas. Enfin, manque de bol, il s'est avéré que ces grenouilles étaient venimeuses, donc tant mieux pour elle. Mais bon, Juliane commence sérieusement à désespérer. Ah bon, moi je sais pas pourquoi, dit. Elle n'est presque plus en état de marcher, elle se sent extrêmement seule. Et elle a bientôt peur de perdre la raison. Quand elle entend, soudain, des voix provenir de la forêt. Tout d'abord, elle refuse d'y croire. Comme souvent chez les survivants, sa première pensée est qu'il s'agit d'anges qui viennent la chercher et qu'elle est en train de devenir folle. Mais pourtant, les 3 personnes qui sortent du feuillage sont bien réelles. Et il s'agit de 3 locaux et qui sont, au premier abord, plutôt effrayés par cette jeune femme blonde avec les yeux injectés de sang. Et là, au sens propre du coup. Et on les comprend, on ferait sans doute pas les fiers, nous aussi. Et en réalité, ils la prennent pour un esprit de la rivière nommé Yemanja, qui est selon leurs croyances représenté par une femme blanche et blonde vivant près d'une source d'eau. Donc là, on est plutôt raccord. Mais une fois, du coup, la première frayeur passée, Juliane se présente à eux en espagnol et leur explique sa situation. Les hommes l'emmènent alors jusqu'à leur hutte, la soignent et lui offrent gracieusement un repas. Et dès le lendemain, elle est transférée dans un hôpital. Et finalement, Juliane est sauvée après près de 11 jours de calvaire passés dans la forêt amazonienne.
Mais étrangement, ce n'est qu'une fois sortie d'affaire que la douleur de ses blessures se réveille, de manière aussi brutale que soudaine. De la fièvre et des cloques apparaissent lorsqu'elle arrive alors au poste de secours, comme si son corps avait mis la douleur et la peur entre parenthèses, jusqu'à ce qu'elle soit en lieu sûr, afin de lui permettre de survivre. Elle se déclare aussi que quand elle était dans la jungle, elle se sentait plus résignée que prise de panique. Elle savait qu'elle ne pouvait attendre l'aide de personne. Et pourtant, à aucun moment, elle n'a songé à abandonner. À l'hôpital, les médecins pansent ses plaies et lui retirent les restes d'asticots qui continuaient à lui gangréner le bras. Oui, certains étaient toujours logés là-dedans. Oui, des petits fourbas. Elle retrouve alors rapidement son père, qui lui apprend alors qu'elle est la seule à avoir survécu au crash. Peu de temps après alors, la dépouille de sa mère est retrouvée dans la jungle. Il semble, d'après les autopsies, qu'elle ait également survécu à la chute de l'avion, mais qu'elle ait été trop gravement blessée pour survivre plus de quelques heures ou quelques jours, à même la forêt. Très vite alors, les journaux s'emparent de cette incroyable histoire et Juliane Köpke devient une véritable célébrité, malgré elle. Elle reçoit alors des lettres venant de tous les continents qui la félicitent pour son courage et son abnégation. Désormais, son nom est associé à celui d'une survivante qui a été capable de braver tous les dangers. Mais alors, qu'est devenue Juliane après ce drame? Eh bien, elle est actuellement biologiste, comme l'étaient son père et sa mère avant elle. Après l'accident, elle a quitté le Pérou pour retourner en Allemagne. Aujourd'hui, elle a repris la direction de la station d'Amazonie que dirigeait autrefois son père. Et récemment, elle a même milité pour la sauvegarde de cette forêt dans laquelle elle s'était perdue et qui désormais est menacée d'extinction. Je vous renvoie à ma vidéo sur et s'il n'y avait plus aucune forêt dans le monde qui parle justement de ce cas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'infos sur l'histoire de Juliane, au-delà des sources bien sûr qui sont en description, elle a écrit un livre qui en français s'intitule « Tombé du ciel ». Et à ce sujet, je peux même vous livrer une dernière anecdote, puisqu'il se trouve que dans cet avion au destin maudit, un réalisateur très connu avait pris un billet. Et il s'agit d'un certain Werner Herzog. Et alors, pour les cinéphiles, ce nom va vous dire quelque chose, puisqu'il s'agit d'un réalisateur très reconnu, notamment en Allemagne. Et dans sa filmographie, on peut retrouver notamment Aegir, La colère de Dieu. Ou encore Queen of the Desert, où il y avait quand même eu comme acteurs James Franco, Nicole Kidman et Robert Pattinson. Par chance pour lui, la réservation de ce cher Werner a été annulée au dernier moment. Mais lorsqu'il a appris ce qui s'était passé, il a été profondément chamboulé et a très rapidement décidé de réaliser un film sur l'aventure de Juliane Köpke. Et son souhait a été exaucé puisque en 2000 est sorti Les ailes de l'espoir, un documentaire dans lequel il revient sur le lieu du crash, accompagné de Juliane Köpke. Et ensemble, ils retracent toute son aventure en vidéo, retrouvent même la carcasse de l'avion Landsat 508 et empruntent tous les chemins que la jeune femme avait elle-même empruntés des dizaines d'années auparavant. Et c'est ainsi que l'histoire de Juliane Köpke se termine, pour une fin heureuse pour elle. Quoi qu'il en soit, et même si elle a eu bien sûr beaucoup de chance, sa ténacité et son instinct de survie restent très impressionnant. L'expérience de Juliane, je pense, nous en apprend beaucoup sur les capacités de notre corps et la résilience de notre esprit. Mais dans une telle situation, sans aucun espoir de survie et sans aucun matériel, combien d'entre nous auraient abandonné le premier jour, se seraient laissés mourir près de la carcasse de l'avion ou auraient succombé à la faim? Si un jour ce moment arrive, pensez à une certaine survivante d'un certain vol, Landsat 508. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tout à fait réjouissante vous a plu. N'hésitez pas à... Tiens Laetitia, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Je l'ai trouvée super intéressante. J'ai juste 2-3 trucs à dire sur les... T'as pas ton avion à prendre? Oui, c'est vrai. Non, mais il y a des grèves, je crois. Je vais pas pouvoir y aller. Ah non, il n'y a pas de grève justement, là, c'est terminé. Non, je crois qu'il y a des problèmes de tram aussi. Non, mais non, tu peux y aller là, franchement. Tu vas le rater, dépêche-toi. Allez.